America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Haheli, Barim Abdou pour vous accompagner au micro. Le mouvement de résistance palestinien Hamas annonce qu'après des négociations difficiles et complexes menées durant plusieurs jours, être parvenu à un accord de cessez-le-feu temporaire pour une période de 4 jours. L'accord prévoit la libération de 50 femmes et enfants israéliens âgés de moins de 19 ans en échange de 150 Palestiniennes incarcérées dans les geôles de l'occupation. من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم هناك 33 أسيرة فلسطينية، 14 أسيرة منهن محكومات بالسجن لفترات متفاوتة، أقدمهن الأسيرة ميسون الجبالي المحكومة بالسجن 15 عاما والمعتقلة منذ عام 2015، وأيضا منهن 4 أسيرات معتقلات إداريا وباقي الأسيرات موقوفات. Toutefois, des poursuites seront-elles diligentées contre l'entité d'occupation après les crimes commis en Palestine occupée contre des populations civiles? Avec nous, pour en parler, Madame Chantal Meloni, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocate, pénaliste italienne, spécialiste du droit pénal international. Madame Chantal Meloni, le 15 novembre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2712 exigeant que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils, en particulier des enfants. Madame Meloni, depuis, l'occupation a fait des centaines de martyrs supplémentaires. Quelle suite pénale envisagez, Madame Meloni? Yes, thank you very much for these important questions. Indeed, it is clear that international humanitarian law. Il est clair que le droit international humanitaire qui réglemente les conflits armés n'a pas été respecté au cours des dernières semaines. During the attacks in Gaza, and international humanitarian law has been violated. Lors des attaques à Gaza, le droit international humanitaire a été violé de manière différente, à commencer par le fait qu'une population civile entière, soit 2,3 millions de personnes, la population civile de Gaza, a été collectivement punie d'une manière absolument contraire, non seulement au droit international humanitaire, mais aussi une atteinte aux droits de l'homme. Human rights law. So we have seen, first of all, that the civilian population has been blocked inside Gaza. Nous avons constaté, avant tout, que la population civile a été bloquée à l'intérieur de Gaza. Le carburant n'est pas autorisé. L'eau a été également interdite. Il a été fait en sorte que les gens soient littéralement assoiffés durant des semaines et n'aient aucun accès à l'eau. Aerial bombings have been carried out are in this regard of the three most important principles of international humanitarian law. En plus des bombardements aériens et de la manière dont ils ont été menés, une manière qui va à l'encontre des 3 principes les plus importants du droit international humanitaire: le principe de distinction, le principe de précaution et le principe de précaution visant à protéger les civils lors des attaques. In fact, we are seeing a number of civilians killed in these weeks, which is absolutely not compatible with the fact that they are just collateral damages. Madame Chantal Meloni, aujourd'hui, des armes sont livrées par le biais de pays tiers. Est-ce que ces pays peuvent être également considérés comme complices des crimes commis à Gaza? There are
laws that also regulate how weapons can be exported to countries. Il existe des lois qui régulent la manière dont les armes peuvent être exportées vers les pays en conflit ou en voie de conflit. Certaines de ces lois sont pratiquées dans certains pays en Europe, mais même au-delà de l'Europe, même si certains ont leur propre réglementation sur la manière d'autoriser l'exportation des armes. En résumé, aucune arme ne devrait être exportée ou livrée lorsqu'il existe un risque que ces armes soient utilisées en violation du droit international humanitaire ou même pour commettre des crimes de guerre. Certes, l'argument principal avancé par certains avocats, notamment au Royaume-Uni et en Australie, il est indiqué que ces gouvernements ou les gouvernements qui fournissent actuellement des armes à Israël et leur donnent également les moyens de poursuivre ces graves violations du droit international pourraient en effet être complices. Madame Chantal Meloni, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Thank you very much. Merci à vous. Merci. Chantal Meloni est avocate, pénaliste italienne, spécialiste du droit pénal international. لما كنت أكون بغرفة التحقيق أتمنى أني أطلع على الزنزانة وتصير أكثر مكان عفن ووسخ بالحياة أنت بتصير تتمنى تروح عليه عشان ترتاح فيه. في مرات إنه يوصل لمرحلة إنه تحرش بشكل واضح لما مثلا كان في محقق كان يقعد أنا أكون على الكرسي قاعدة ومكلبشة لورا إيدي لورا ورجلي مكلبشين بالكرسي وبلش يتغزل في. Les Palestiniens détenus dans la prison de Damoun subissent violences et humiliations. Répartis dans différentes cellules, l'administration pénitentiaire exerce des mesures abusives à leur encontre. Bien plus que dures, les conditions sont humiliantes. Entassés dans de petites cellules, aux fenêtres maintenues sciemment ouvertes toute la journée, avec interdiction de les fermer en dépit du froid et de la pluie. Les geôlières menacent et s'en prennent physiquement aux détenus par des coups et des injures, procèdent matin et soir à des fouilles humiliantes de Palestiniennes dévêtues. Coupés du monde, ni les visites, ni les contacts avec leur avocat ne sont permis. خلال التحقيق معي اللي استمر مدة 45 يوم تم استخدام أساليب مختلفة منها ضغط جسدي للضغط النفسي للضغط الاجتماعي. كان التحقيق المتواصل من 8 ساعات في اليوم ل20 ساعة. فكانوا يسمعوني أصوات شباب وهم بتحققوا معهم تحقيق عسكري أصوات صراخهم والضرب. أول ما يوصلوا مثلا على السجن بعطوهم مسكنات كثير ومهدئات بعدين بصير إنه خلص يقطعوا بصير يحكوا إنه مثلا هذا الدواء مش متوفر فالبنات بعد ما تعودوا على هذا الدواء بيقطعوه عليهم وما بيعالجوهم. من كل هذا العذاب إحنا بالآخر عن جد بنطلع أقوى. Avec nous pour en parler à partir de Ramallah, Monsieur Shawan Jabarin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur général d'Al-Haq, organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et notamment des prisonniers palestiniens. Saïd Shawan Jabarin, شكرا لحضوركم معنا. أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن محتقلات سجن دامون يواجهن ظروفا احتقالية صعبة للغاية. أولا الاحتلال يتعامل كأنهن معزولات عن سياق الأسرى. الاحتلال باعتقادي L'occupation agit avec les détenus palestiniens en les isolant. Ce comportement est un moyen de pression. L'occupation suppose que l'on peut exercer plus de pression sur les femmes. Je l'ai vécu quand j'étais en détention administrative, plus d'une fois et durant plus d'une année. C'est un comportement de genre. Il y a plus de cruauté envers les femmes détenues, plus d'humiliation par diverses façons. Ceci est également lié à ce qui est qualifié de ministre de la sécurité intérieure israélien, Ben Gvir, un fasciste qui déverse toute sa cruauté et son inhumanisme sur les détenus. Ceci est lié, comme cela semble se réaliser dans les jours ou les heures à venir, aux accords d'échange qui vont permettre de libérer des Palestiniens. هو الآن يعتقد وبالتأكيد هذا هو التحصيل الحاصل
لما يجري الآن في غزة. صفقة تبادل ستبيض فيها السجون. Entre-temps, l'occupation abuse des Palestiniens avant leur libération. Nous devons, à cet effet, attirer l'attention sur ce qu'ils subissent. Nous ne cachons pas notre inquiétude à cet égard. Depuis le 7 octobre, 6 Palestiniens ont été assassinés, exécutés de différentes manières. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas que l'humiliation des détenus, mais leur assassinat. L'occupation pensant qu'ils vont être libérés va loin dans ses agissements, y compris lors des débats. Aujourd'hui, à la Knesset, un projet de loi de condamnation à mort de détenus palestiniens ayant tué un Israélien était en débat. Bien plus. Ils vont au-delà des lois adoptées par les États dans le monde qui indiquent que le code pénal n'est pas rétroactif quand il s'agit d'anciens faits liés à des crimes ou à des assassinats. Aujourd'hui, ils ne voient rien, ni les femmes, ni les enfants tués. Mais au sujet des prisonniers, il y a des tortures, des assassinats. Ceci se passe sans aucun problème pour eux. La situation est très dangereuse. Et dans les jours à venir, dans les heures à venir, ils peuvent agresser des détenus et les assassiner. قد يكون الوضع خطير وقد تكون في الأيام القادمة الساعات القادمة غيره إنه ممكن يتم الاعتداء على بعضهم وقتله. Ils n'acceptent pas le fait qu'ils vont devoir libérer d'anciens détenus, malgré eux, et qu'il y aura un échange. Ils considèrent cela comme une défaite. C'est ça l'occupation sauvage. فهم يعتبروها هزيمة فهذا هو الاحتلال الوحشي. سيد شوان جبارين، شكرا جزيلا لكم سيدي لحضوركم معنا. شكرا لكم. شكرا. Shawan Jabarin est directeur général de l'association Al-Haq, organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et notamment des prisonniers palestiniens. Et il était avec nous à partir de Ramallah. En dépit du soutien militaire et financier de puissance mondiale alliée de l'entité, cette dernière a perdu sa guerre à Gaza. Des images immortalisant des faits génocidaires de l'occupation attestent non seulement de la cruauté de ses troupes, mais aussi de la complicité de politiques refusant de condamner des crimes criards, choisissant dans une lâche dérobade de mettre dos à dos occupants et occupés. Gaza cannot be held onto forever. En 1987, la première intifada débute dans la bande de Gaza et s'étend rapidement à la Cisjordanie, surnommée la guerre des pierres. Ariel Sharon, après des décennies de guerre engagée, il a à son tour inscrit son nom au tableau des perdants. La résistance a eu raison du bulldozer. And they double their numbers with every generation. Aux obsèques d'Ariel Sharon, peu de personnalités étrangères ont fait le déplacement, à l'exception, précisons-le, de Joe Biden, à l'époque vice-président des États-Unis. Avec nous en ligne, Monsieur Rafi Jabari. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques, spécialiste du monde arabe et de la Palestine. Monsieur Rafi Jabari, en début de cette émission, nous parlions d'une trêve. Cette dernière signifie-t-elle l'échec de ce qui est qualifié d'Israël? Je pense que c'est un premier avancée pour les Palestiniens et c'est un premier échec de la stratégie du gouvernement israélien qui a, au début de cette guerre, a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve, qu'il n'y aurait pas de négociation avec le Hamas, ni avec les Palestiniens, et où finalement, le gouvernement israélien a cédé à négocier avec le Hamas indirectement par la médiation qatari, égyptienne et les États-Unis. Donc c'est un premier échec. Nous avons vu aussi au sein du cabinet israélien que il y a eu de désaccords, oui, qui va amener aussi à d'autres désaccords. Donc ça, c'est important. Du côté palestinien, ça permet d'arrêter
les morts des Palestiniens. Vous savez qu'il y a maintenant plus de 6 000 enfants palestiniens qui sont tués et des bâtiments entiers complètement rasés, donc de moitié de nord de Gaza est détruite. Pour moi, c'est un premier échec et ça permet aussi au communauté internationale de découvrir toutes les atrocités commises par l'armée israélienne. Monsieur Rafi Jabari, qu'est-ce qui a contraint Benjamin Netanyahou à reculer, lui qui voulait aller jusqu'au bout de cette guerre? Pour moi, l'armée israélienne n'a fait aucune réussite sur le terrain. Il pensait qu'en avançant dans cette guerre, dans ces bombardements, qu'il pourrait réussir son opération et au moment de l'échec, il n'a fait que détruire. Il y a eu un échec militaire, il n'y a aucune avancée concrète sur le terrain. Et ils n'ont pas fourni aucune preuve. Ils ont pris en assaut l'hôpital de Al-Shifa, ils ont produit beaucoup de preuves qui ne sont pas valables, qui ne sont pas suffisantes. Donc, tous leurs prétextes ne tiennent pas. Toute leur stratégie militaire n'a pas avancé, donc au niveau militaire n'a pas avancé. Il y a eu une pression importante sur l'armée israélienne, notamment par les familles qui ont des prisonniers à Gaza. Et puis, il y a un désaccord au sein de l'armée israélienne. Ils sont entrés en guerre, ils n'ont fait que détruire Gaza, mais ils n'ont aucune stratégie d'après. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, au Ben Gavir, il faut revenir à créer de nouvelles colonies à Gaza. Absolument. Donc, il faut rester à Gaza. Oui. On a Smotrich qui est dans cette aussi lignée de pensée. Netanyahou, il est partagé, mais d'autres pensent qu'il ne fallait pas rester. Donc, en fait, il n'a pas une stratégie claire. Les Américains, ils ne sont pas d'accord sur ça. Donc, en fait, il y a un vrai désaccord. Et deuxième chose, c'est que les atrocités commises ne rendent pas la vie facile aux États-Unis, aux gouvernements européens qui ont soutenu Israël au début de cette guerre inconditionnellement, c'est-à-dire ils l'ont donné un carte blanche pour commettre ces atrocités. Ils sont revenus en arrière, certains. Monsieur Rafi Jabari, Ben Gvir, Benjamin Netanyahou ne sont pas des militaires. Ils se sont engagés dans une guerre qui aujourd'hui leur semble échapper totalement puisqu'elle marque un échec ou leur échec. Bien avant eux, Ariel Sharon s'est engagé dans une guerre à Gaza pendant plus de 3 décennies et il a fini par reculer. Il a reconnu son échec en disant que Gaza ne pouvait pas appartenir aux Israéliens. Gaza finalement a signé l'échec de tous les gouvernements successifs. Gaza, oui, c'est en vérité en fait. Ariel Sharon, quand il a pris l'engagement de se retirer à Gaza en 2004, il a effectué en septembre 2005. Oui. Il était convaincu qu'il ne pourrait pas tenir Gaza occupé. Après avoir tenté pendant 30 ans. Oui, tout à fait. Plus de 30 ans, depuis 67. Donc, absolument. Depuis 67. Et donc, ils ont bien compris que c'est impossible. Maintenant, à vrai dire, vous savez, Gaza est sur un siège depuis 20 ans. Gaza occupé depuis 67 et Gaza résiste malgré tout le siège. Et c'est très important de savoir que Gaza était encerclé par l'armée israélienne pendant tous ces derniers 20 ans. Et je veux vous dire que Gaza, il n'avait pas beaucoup de moyens. Le point de passage entre l'Égypte et Gaza, il est contrôlé, il est sous ordre des Israéliens. Sur contrôle vidéo par les Israéliens. Donc je trouve que c'est assez humiliant pour les Palestiniens, pour les Égyptiens aussi. Et ça montre que en fait Israël contrôle tous les points d'accès terrestres, mer et l'air de Gaza. Donc en fait, au final, Gaza a su résister malgré le siège. Gaza a su continuer à résister à l'occupation israélienne. Et aujourd'hui, on voit que la stratégie de l'occupation ne tient pas. Nous avons vu aussi des développements en Cisjordanie. Oui. Et à vrai dire, l'échec de gouvernement droite israélienne formé en décembre 2022, c'est un gouvernement de extrême droite qui appelle à revenir à Gaza, revenir vers Gush Katif, une colonie qui était à Gaza, ils veulent reprendre Gush Katif, reconstruire Gush Katif. Ils ont une stratégie d'augmenter le nombre de colons en Cisjordanie, donc l'expansion de colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Je pense que cette guerre, c'est une guerre différente de tout ce qu'on a connu. C'est vrai que les Palestiniens, j'en ai discuté avec beaucoup des amis, qui sont en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi en Europe et aux États-Unis, il y a eu une prise de position très claire qui est une prise de position de soutenir Israël et soit de soutenir les Palestiniens, mais on a vu aussi que certains soutiennent l'injustice. On a vu aussi qu'il y a une volonté de censurer toute pensée libre, toute pensée contradictoire aux États-Unis, en Angleterre, en Europe en général. Donc on a vu ça, on a vu beaucoup d'universitaires qui se plaignent
Moi, je suis universitaire, académique, et je parle avec des collègues qui ont peur d'exposer leurs pensées. Moi, aujourd'hui, j'ai posté sur mon compte de Twitter un groupe d'universitaires en Angleterre qui sont en fait poursuivis par leur université, soit par le gouvernement. Je pense qu'il y a un problème. Monsieur Rafi Jabari, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, madame. Merci. Rafi Jabari est enseignant, chercheur en sciences politiques, spécialiste du monde arabe et de la Palestine. Au Yémen, les Houthis annoncent avoir intercepté et immobilisé un cargo commercial dans la mer Rouge. Le propriétaire, Abraham Umgar, est de nationalité israélienne. Les forces armées yéménites s'occupent de l'équipage du navire, conformément aux enseignements de notre religion islamique. Les forces armées yéménites renouvellent leur avertissement à tous les navires affiliés. Elles avertissent l'ennemi israélien ou ceux qui traitent avec lui qu'il deviendra une cible légitime. L'annonce intervient quelques jours après que les Houthis aient averti de prendre pour cible les navires de l'entité empruntant ce couloir maritime stratégique. En 2021, un navire appartenant à Abraham Rami Umgar, MV Eliosre, battant pavillon pour les Bahamas, a déjà été touché par une explosion dans le golfe d'Oman. Avec nous, à partir de Sanaa, monsieur Nasreddin Amr. Sayyid Nasreddin Amr, shukran li hudurikum ma'ana. Sayyidi Nasreddin Amr est directeur général de l'agence de presse yéménite Saba, directeur adjoint de la cellule de communication et d'information de Ansarullah. Sayyid Nasreddin Amr, السفينة المحتجزة هي سفينة إسرائيلية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن عندما ضبطنا هذه السفينة، عندما سيطرنا على هذه السفينة ردا على العدوان على غزة، نحن لدينا معلومات. Tout d'abord, quand on a pris le contrôle de ce pavillon en réponse à l'agression contre Gaza, nous avions suffisamment d'informations sur son propriétaire, sur la cargaison transportée. Nous avions tous les détails, sa trajectoire, sa destination. C'est un pavillon sioniste, le propriétaire est sioniste, bien connu de tout le monde. Vouloir nier ou induire en erreur est naturel pour l'ennemi israélien qui veut esquiver. Mais cette embarcation est sioniste. D'autres navires seront également interceptés si l'agression contre Gaza ne prend pas fin. Nous agissons sur la base d'informations. Nos services de renseignement sont très efficaces. En dépit du fait que ce pavillon désactive les balises pour ne pas être identifié et pisté. Il se dissimule, ce qui constitue une preuve supplémentaire que c'est un pavillon sioniste. Nous avons préalablement averti, d'où la dissimulation. Sinon, pourquoi le ferait-il? ماذا وجدتم على متن هذه السفينة سيد ناصر عامر؟ Nous enquêtons toujours avec l'équipage du navire. Nous vérifions la cargaison. Les mesures nécessaires sont prises par la République yéménite. Tout est organisé et en adéquation avec ce que requiert l'opération. Nous donnerons les détails le moment venu. طاقم السفينة من أي جنسية؟ Nous enquêtons sur ces détails. Nous n'avons pas encore communiqué la nationalité de l'équipage. Nous le ferons le moment opportun. L'opération a des dimensions militaires. Ce n'est pas une opération civile. Le navire a été intercepté dans le cadre d'une opération militaire en réponse à l'agression criminelle contre Gaza. Cela s'inscrit dans ce cadre. Il n'y a pas à cet effet une grande transparence. En fonction de la nationalité de membres de l'équipage, il sera décidé s'ils seront prisonniers ou détenus civils. Ceci sera déterminé par leur nationalité. C'est une opération qui nécessite des contacts actuellement en cours avec des États, du fait de l'implication de certains de leurs citoyens. L'opération nécessite du temps, surtout pour ceux qui ont des doubles nationalités.
من حملة الجنسيات المزدوجة. هل لديكم أي اتصال مع دول الجوار أو دول أجنبية أخرى في هذا الشأن طبعا؟ نعم، لا شك، من الساعات الأولى هناك تواصلات يعني، لكن حتى الآن لا جديد، يعني لا نتائج لهذه الاتصالات. هذه السفينة إسرائيلية. Nous avons eu des contacts dès les premières heures avec des pays tiers, mais jusqu'à présent, il n'en découle rien de nouveau. Le navire est israélien, intercepté en raison de la guerre contre Gaza. Cette opération est la première d'une série. Nous intercepterons les autres navires sionistes ou qui agissent en faveur d'Israël. La navigation dans la mer Rouge se déroule de manière naturelle. Nous la gérons comme à l'accoutumée. Ce sont les sionistes qui sont visés. سيد ناصر عامر، شكرا لحضوركم معنا سيدي، شكرا. Nasser Eddin Amr est directeur général de l'agence presse yéménite Saba, directeur adjoint de la cellule de communication et d'information de Ansar Allah. Et il était avec nous à partir de Sanaa. يجب أن نوجه جميعا تحذيرا واضحا للعدو الإسرائيلي أن حساباتك وخطواتك وبعض انفعالاتك وبعض أعمالك الحمقاء في القدس أو في الضفة أو في غزة أو في لبنان أو في سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى. Depuis 46 jours, l'armée d'occupation mène une guerre lâche et abominable, fuyant les combats et ne pouvant sans doute pas faire face à la résistance armée palestinienne. Cette dernière s'en prend aux civils. Le tableau est peu reluisant, peu glorifiant. Cette dernière y inscrit pitoyablement 5600 enfants tués, 3550 femmes tuées. Et c'est sans compter les blessés. Une vérité que cette entité ne veut pas faire parvenir, d'où l'exécution des journalistes qui retransmettent les faits. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Razi Aridi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un homme politique libanais. Vous avez été plusieurs fois ministre sous les gouvernements de Rafiq Hariri, de Najib Mikati. Monsieur le ministre, merci d'accepter notre invitation. Merci. 2 journalistes ont été pris pour cible dans la région de Ter Harfa, dans le sud du Liban. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté de taire les voix qui transmettent cette vérité, les vérités au sujet de cette guerre? Oui, bien sûr, mais c'est la politique traditionnelle israélienne. Leur politique, c'est de faire taire tous les médias, en même temps les journalistes, les photographes, et ils tuent tout le monde là-bas. Ils craignent la vérité, ils craignent la photo, ils craignent le terrain, et tout ce qui se passe, tout le monde voit sur les télés, tout ce qui se passe sur le terrain. Pour eux, ils sont très gênés, ils craignent ces photos, ou bien cette vérité. Donc, ils sont en train de tuer tout le monde, et en Palestine, et au Liban. C'est pas la première fois. Dès le début de la guerre, donc, ils ont tué des journalistes. Il y a des journalistes jusqu'à maintenant qui sont les hôpitaux. Donc, en Palestine, jusqu'à hier soir, il y a 60 victimes jusqu'à maintenant. Monsieur Razi Aridi, qu'est-ce qui rend cette... Des martyrs. Des martyrs, absolument. Qu'est-ce qui rend cette punition collective des civils par l'usage illégal de la force? Qu'est-ce qui la rend aujourd'hui récurrente? Il doit certainement y avoir aujourd'hui des outils politiques qui auraient pu être utilisés afin de freiner cela, mais ceci n'a pas été fait. Bien sûr, mais c'est la question qui doit se poser, surtout, et qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant, je ne généralise pas, mais en fin de compte, les dernières décisions au sommet n'étaient pas au niveau de ce qui se passe en Palestine. Donc ils peuvent au moins dire non à la normalisation des relations avec l'État israélien qui est contre l'initiative arabe décidée en 2002 à l'unanimité. Dans le temps, ils ont dit, il y a cette initiative qui dit des relations normales avec Israël, mais après l'instauration d'un gouvernement, d'un État palestinien sur le terrain et le retrait des Israéliens de tous les territoires occupés en 1967. Oui. Maintenant, il y a des pays arabes qui sont allés à une distance qui est très loin de la normalisation, plus que normalisation avec les Israéliens. Ils font, malheureusement de le dire,
tout ce que Israël veut sans rien prendre. Et voilà ce qui se passe. Et ils ne se rendent compte du tout de ce qui se passe en Palestine, vu que je suis complètement convaincu, depuis une 50aine d'années, c'est la politique libanaise, que tout ce qui se passe en Palestine ne vise pas les Palestiniens seulement. Le but, c'est tout le monde arabe. Et tout ce qui se passe aura des répercussions sur tous les États arabes. Il y aura un chaos très dur, très grand. Monsieur Razi El-Aridi, aujourd'hui, la résistance se bat pour tous les pays arabes. Cette résistance fait face à toute une coalition militarisée qui coordonne contre les Palestiniens. Mais malheureusement, la majorité des pays ne voient pas ça. Ils ne sont pas convaincus, c'est ça. Et ils n'entendent pas également la contestation du chef de l'opposition, Yair Lapid, qui disait « Nous sommes en faillite, nous avons perdu la guerre, nous n'avons pas gagné la guerre, nous sommes un État immoral. » C'est lui qui l'a dit. Oui, c'est vrai. Et c'est très intéressant, mais malheureusement, les pays concernés, les gouverneurs, les leaders concernés ne voient pas ça, malheureusement. Ils ne sont pas convaincus, malheureusement. Il y a en Israël même, c'est très intéressant ce qu'on a mentionné maintenant, il y a même à l'Ouest, il y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des partis politiques qui ont condamné cette politique israélienne, cette guerre, ce massacre. Monsieur Razi El-Aridi, vous avez indiqué tout Israël, et là je vous cite, tout Israël est dans les refuges. Cette guerre qui est menée aujourd'hui en Palestine et contre les Palestiniens vise l'existence du monde arabe. Que faire dans ces conditions ? C'est un responsable israélien qui a dit ça. Oui. C'est un responsable israélien. C'est plus important. Absolument, et vous l'avez repris, oui. Oui, et malgré ça, les pays concernés qui n'ont pas pris une position jusqu'à maintenant au niveau de ce qui se passe, n'ont rien fait jusqu'à maintenant que d'une façon ou d'une autre, aider Israël. D'une façon ou d'une autre, direct ou indirect. En fin de compte, il suffit que certains Israéliens disent, et voilà les pays, on a des relations avec ce pays, ou bien à cet État, ou l'autre, etc. Il n'y a pas des répercussions de tout ce qui se passe chez nous. Ils sont convaincus que nous sommes en train de combattre le terrorisme. Ils l'ont dit. Mais malheureusement, la politique israélienne, la stratégie historique israélienne dès 1948 est basée sur chasser, humilier, tuer, massacrer les Palestiniens. Il n'y aura plus des Palestiniens sur le territoire palestinien. Donc, où vont les Palestiniens? Mais ils l'ont dit depuis quelques jours. Ils vont chasser les Palestiniens au Sinaï. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire un danger contre l'Égypte. Chasser les Palestiniens en Jordanie. Donc, ceci veut dire quoi? Un autre danger, donc vis-à-vis ou bien contre la Jordanie. C'est pourquoi j'ai dit que tous les pays arabes sont concernés et ils doivent comprendre la politique et la stratégie israélienne. Ce qui se passe en Palestine ne vise pas les Palestiniens seulement, qui sont des héros qui combattent contre cette armée israélienne qui est appuyée malheureusement par les États-Unis, qui déclarent toujours que nous sommes avec le droit de défendre Israël, de se défendre, etc., etc., etc. Mais quel droit? Et comment? Et jusqu'où? Et qu'est-ce qui se passe en Palestine? Vous voyez tout ce qui se passe, tout le monde voit tout ce qui se passe, humanitairement parlant, politiquement parlant, mais malheureusement, ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Je salue les peuples arabes, je salue certains gouvernements arabes, l'Algérie, en Irak, au Yémen, au Liban, etc., en Tunisie, qui ont organisé des manifestations, qui ont pris des positions appuyant le droit palestinien à se défendre, des initiatives humanitaires, etc., etc. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a d'autres pays qui sont concernés, qui sont juste à côté de la Palestine et qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant et qui continuent même à faire des surenchères qui acceptent la politique israélienne, malheureusement. Monsieur Razi El-Aridi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Razi El-Aridi est un homme politique libanais, plusieurs fois ministre sous les gouvernements de Rafiq Hariri, de Najib Mikati, dont celui de la communication, et il était avec nous à partir de Beyrouth. أنا رافع راسي فوق إنه كل العالم الظالم اتآمر علينا ومش اتآمر بس بالكلمة لا
ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل ناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا وببعتوا جيش وببعتوا استخبارات. اوف، هالقد غزة قوية؟ انا افتخر اني من غزة، افتخر من هذا البلد اللي تآمرت عليه ورغم كل العالم هذا تآمر علينا وبساعد وببعت طيارات ودبابات وصواريخ ادوات البطش. انا افتخر اني من غزة. Évoquer le soutien des États-Unis à l'entité d'occupation n'est rien de plus qu'un euphémisme. Un soutien qui a conduit à l'exécution de plus de 12 000 civils non armés, essentiellement des enfants et des femmes. Un appui qui a fait 35 000 blessés et plus d'1,5 million de déplacés. Chers amis, je voulais être ici aujourd'hui pour une simple raison, pour le peuple d'Israël, pour que tout le monde sache ce qu'il en est, où se situe, où se placent les États-Unis. De notre côté, nous faisons en sorte que vous avez ce dont vous avez besoin et nous allons y veiller. Merci de m'accueillir. Le 18 octobre dernier, Washington exerçait une énième fois son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et s'opposait à l'adoption d'un texte condamnant les violences contre les civils à Gaza. En raison, indique Washington, de l'absence de mention du droit d'Israël à la légitime défense, dira son ambassadrice. Lina Thompson-Greenfield explique à l'ONU que les États-Unis sont déçus que cette résolution ne fasse aucune mention du droit d'Israël, dira-t-elle, à la légitime défense. The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. L'administration Biden s'est opposée à un cessez-le-feu, a envoyé des milliers de tonnes de munitions et d'équipements militaires. Le Haaretz se révèle dans un article qu'un document interne du ministère américain de la Défense obtenu par Bloomberg News, une agence de presse américaine du groupe Bloomberg LP, spécialisée dans l'économie et la finance, une note interne faisant état des demandes d'armement soumises par une personnalité israélienne de haut rang. La liste des armes comprend plus de 2000 missiles Hellfire à guidage laser utilisés par les hélicoptères Apache israéliens, de 36 000 balles pour les missiles de 30 mm utilisés par les hélicoptères. Le document indique que l'entité a également demandé aux Américains 3000 missiles M141, des missiles d'épaule capables de s'enfoncer dans les bâtiments jusqu'à une profondeur de 20 cm. L'armée d'occupation a jusqu'à présent obtenu 1800 missiles de ce modèle. Un soutien dénoncé par des voix dissidentes. Josh Paul, responsable des transferts d'armes au bureau des affaires politico-militaires pendant plus de 11 ans au département d'État, a annoncé son départ dans une lettre où il dénonce la mauvaise gestion du conflit israélo-palestinien par l'administration du président Joe Biden. The US arms will be used to conduct human rights violations. The transfer of those arms will not be authorized. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, alors le transfert ne sera pas autorisé. Dans ce cas-ci, alors que les droits humains ne sont pas respectés, cette politique a été mise de côté. J'ai soulevé mes inquiétudes. Il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt. On s'est empressé de fournir des armes. Avec nous en ligne à partir de New York, Monsieur Rachid Khalidi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes historien américain d'origine palestinienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. Vous êtes détenteur de la chaire Edward Said et directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Vous avez été conseiller auprès de négociateurs palestiniens durant les années 90. Monsieur Rachid Khalidi, vous avez indiqué dans un récent entretien que l'aveuglement américain sur le Proche-Orient est une cécité volontaire. Comment et dans quel but, Monsieur Rachid Khalidi? Les États-Unis ont choisi
sous ce président et sous d'autres administrations, être totalement allié avec la politique israélienne. Bien qu'ils parlent de deux États, en pratique, ils appuient le statu quo qui était le statu quo d'occupation et de colonisation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et l'appui des États-Unis pour Israël durant ces guerres contre les Palestiniens était constant. On voit même un approfondissement de l'appui américain à Israël. Monsieur Rachid Khalidi, est-ce qu'il vous semble dans ces conditions que le gouvernement américain actuel se rend complice d'un plan israélien visant notamment à déporter la population vers d'autres territoires? C'était clair durant la première semaine de la guerre que le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a essayé en Égypte, en Jordanie et aussi avec l'Arabie Saoudite de les convaincre de prendre des réfugiés palestiniens que Israël voulait chasser de la Palestine vers l'Égypte et vers la Jordanie. Tous les trois ont refusé. On a des preuves parce que le gouvernement a demandé du Congrès des fonds pour des réfugiés de Gaza qui doivent être chassés. Donc oui, c'est clair que les États-Unis, au moins durant la première semaine de la guerre, ont appuyé ces plans israéliens. Le refus de tous ces trois pays ont changé la donne. Vous avez également indiqué le sionisme n'a jamais eu honte dans ses premières décennies de se décrire comme un projet colonial. Ceci a été accepté par les alliés actuels. Dans quelle mesure ce projet colonial devient-il aujourd'hui un projet colonial politique accepté par les uns et sans doute par les autres également? Durant les années 20 et 30, on était dans une ère coloniale. La France était en Algérie. Oui. Les Anglais colonisaient l'Égypte, l'Inde, etc. Personne n'avait honte de dire nous sommes des coloniaux, nous les sionistes. C'était accepté globalement. Tout a changé après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. On entrait dans l'ère de décolonisation et les sionistes ont changé de visage. Et aujourd'hui, si on dit que Israël c'est un fait colonial, ce que Maxime Rodasson a dit dans les années 60, on attaque. On dit non, c'est pas un fait colonial. Je parle des États-Unis et quelques pays de l'Ouest. Les Israéliens, ils savent, bien qu'ils le cachent, que c'est un fait colonial. Mais dans l'Ouest, c'est difficile de dire ça. Que gagnent les États-Unis dans cette bataille engagée notamment contre une population civile? Que gagnent les États-Unis dans leur positionnement en faveur d'une force d'occupation? À vrai dire, c'est une question difficile parce que les États-Unis perdent globalement dans le monde musulman, dans le monde arabe bien sûr, sur tous les plans avec cet appui aveugle à l'Israël. Mais domestiquement, pour beaucoup de politiques américains, c'est payant en fric et aussi en vote. Donc il y a des gens qui appuient Israël aux États-Unis. Il y a des gens qui sont prêts à appuyer les candidats qui appuient Israël financièrement. Pour les États-Unis, bien qu'ils vont perdre beaucoup, le fait qu'Israël a cette puissance militaire, pour les Américains, stratégiquement, il y a des gens qui pensent que ça c'est un atout. Est-ce que cette guerre n'a pas jeté une ombre sur ce propos, Monsieur Rachid Khalidi? Plus de 400 hauts fonctionnaires et experts représentants de 40 agences gouvernementales ont signé une lettre adressée au président Biden pour protester contre son soutien à Israël, disent-ils, et à sa guerre barbare dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une révolution sans précédent dans la politique américaine depuis la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un renversement de situation? Oui, il y a un gros changement, surtout chez les jeunes. On trouve sur les campus des universités américaines un mouvement qui est, je crois, majoritaire dans beaucoup de ces campus. On voit chez les minorités américaines, chez les Noirs, chez les Latinos, un appui à la Palestine qui n'était pas là il y a 30-40 ans. Donc il y a des grands bouleversements, des grands changements. Il y a un sondage avant-hier qui disait que 75% des voteurs démocratiques sont contre la politique de Biden sur Gaza. Ça, c'est une preuve d'un changement de base dans beaucoup de secteurs de la société américaine. Autre facteur, autre paramètre, le président Joe Biden avait promis une aide d'urgence d'un montant de 14 milliards de dollars. Cette aide n'a pas abouti en raison de la crise politique à Washington. Cette guerre divise y compris les républicains au sein du parti républicain même. Allons-nous assister à un point de non-retour? Est-ce que cette guerre finalement va marquer une scission avec le passé en Palestine? Peut-être. Je trouve qu'il y a un tournant à cause du fait que l'armée israélienne, qui se vantait l'armée la plus forte de la région, a été défaite. Bien sûr,
pour un jour, 2 jours. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Le nombre de gens tués chez les Israéliens et surtout chez les Palestiniens. Oui. On n'a pas vu ces nombres chez les Palestiniens depuis 1948. En 1948, durant la Nakba, il y avait 20 000 de Palestiniens qui ont été tués. On est aujourd'hui à 12 000. La guerre de 1948, ça a duré plus qu'un an. Aussi chez les Israéliens, les pertes civiles étaient les plus hautes depuis 1948. Donc peut-être on peut envisager avec ces changements aux États-Unis, ces changements globaux. Oui. Tout le monde est contre ce que fait Israël, sauf les États-Unis et quelques alliés en Europe. On peut envisager que ça c'est un tournant, mais on ne saura qu'après cette guerre, qu'après que cette guerre est finie. Israël et ses alliés, notamment Washington, qualifient le Hamas de Daesh et promet d'anéantir ce mouvement palestinien. Vous avez vous-même dit, vous l'avez déclaré dans l'un de vos entretiens, c'est méconnaître la Palestine, car le mouvement Hamas est ancré dans la société palestinienne même. À quoi allons-nous aboutir? Qu'est-ce qui va arrêter la machine de guerre israélienne? Il n'y a que la pression mondiale qui va arrêter la machine israélienne. Et ces pressions internationales, et arabes surtout, peuvent changer la donne aux États-Unis. Sans l'appui des États-Unis, l'Israël ne peut pas continuer. 14 milliards de dollars, ce sont pour des munitions. Oui. Sans ces munitions, l'artillerie israélienne ne peut pas frapper Gaza. Sans ces bombes américaines, l'aviation israélienne ne peut pas frapper Gaza et tuer tous ces gens-là. Donc, il n'y a que la pression de l'extérieur sur les États-Unis qui peut changer cette donne-là. Sur le terrain, la résistance peut-elle changer cette donne? Le 7 octobre sera un cas d'école dans les écoles de guerre, en l'occurrence, Monsieur Rachid Khalidi. Je crois que oui. Je ne parle pas des pertes civiles. Je parle de la défaite d'une division de l'armée israélienne dans le premier jour de cette campagne de Hamas. Je parle de la défaite sous tous ces systèmes techniques et de surveillance que les Israéliens pensaient peuvent limiter les possibilités d'attaque de chez Hamas. Je ne sais pas, enfin, de cette guerre où sera Hamas militairement, mais politiquement, c'est impossible d'anéantir un tel mouvement, surtout si les États-Unis sont contre une solution politique en Palestine. Ce qui est le fait. Les Américains parlent de 2 États, mais ils ne font rien pour arrêter une occupation qui a duré 56 ans. Ils ne font rien pour arrêter la colonisation qui continue chaque jour dans la Cisjordanie. Ils ne font rien pour essayer de limiter ce que fait Israël. Donc, sans des pressions de l'extérieur, je ne vois pas un changement, un arrêt de cette guerre horrible. Ce sera ma dernière question, Monsieur Rachid Khalidi. Vous avez été conseiller auprès des négociateurs palestiniens pour parler de paix dans les années 90. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, a posteriori, qu'il y a eu ou qu'il y a un échec politique? De chez les Palestiniens? De tous les côtés, hein. J'aimerais également que l'on parle de l'autorité palestinienne. Comment jugez-vous cela? Mais de tous les côtés, est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu un échec politique? Bien sûr. J'ai une critique très forte de la politique américaine durant les années 90 et depuis les années 90. Aussi de la politique israélienne. Il n'y avait pas d'intention d'accepter la possibilité d'autodétermination du peuple palestinien. Il n'y avait pas une possibilité chez les Israéliens ni les Américains d'accepter un État souverain, contigu et qui peut vivre économiquement. C'est la faute de tous ces pays-là, les États-Unis, les autres pays de l'Ouest et d'Israël. Mais il y a aussi des fautes de chez les Palestiniens. Lesquelles? Accepter ce qu'ils ont accepté à Oslo, c'était une grave faute. Ça, c'était pas la voie d'indépendance. C'était une voie vers la continuation de la colonisation de Palestine et pour la continuation de l'occupation. C'était une grave faute chez l'OLP. Trop de concessions selon vous, Monsieur Rachid Khalidi? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'étais conseiller à la délégation palestinienne qui est allée à Madrid en 91 et qui a continué des négociations à Washington pour 2 ans, jusqu'à 93. Les termes qu'on nous a offerts n'étaient pas acceptables à notre délégation. Ils ne pouvaient pas aboutir à un État indépendant en Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Impossible. Mais l'OLP a accepté les mêmes termes et on voit ce qui s'est passé. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui aussi, Monsieur Rachid Khalidi. Exactement.
Monsieur Rachid Khalidi, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu réaliser cet entretien. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Rachid Khalidi est historien américain d'origine palestinienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. Il est détenteur de la chaire Edouard Saïd et directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Il est rédacteur en chef du journal des études palestiniennes. Il a été conseiller auprès de négociateurs palestiniens dans les processus de paix dans les années 90 et il était avec nous à partir de New York. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير يعني المهم يقتل يفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم وهذا الكلام طبعا مش بعيد ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. Cette émission arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche à partir de 18h30 pour une émission spéciale consacrée à la Palestine occupée. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.